La ville de Gagnoa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, a un nouvel hôpital. Il sera inauguré demain par le président Alassane Ouattara. La ville fait peau neuve. Les ouvriers n'ont que quelques heures pour achever l'embellissement. Le compte à rebours est lancé. On ira à Paris, en France, pour parler des conventions signées par la Côte d'Ivoire pour le développement de ses ressources halieutiques et animales. C'était en hommage du Salon international de l'agriculture. L'ASCAD, au chevet de la forêt du Bonco, le poumon vert d'Abidjan se porte mal. Une délégation de l'ASCAD a visité la forêt qui est agressée et menacée par des lotissements anarchiques, des constructions illégales, des prélèvements non autorisés de bois. Et c'est le thème du magazine de ce dimanche. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal. Avant de développer ces titres, sachez qu'après une visite d'État de 2 jours en Côte d'Ivoire, le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, a regagné son pays. Son séjour ici a été marqué par la signature d'une convention instituant la Grande Commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. C'était une occasion pour les présidents ivoiriens et nigérians de réaffirmer leur volonté de développer un partenariat. Viviane Haïm. Le chef de l'État nigérian a été reçu à 13 h au palais présidentiel par son homologue ivoirien pour un nouvel entretien marqué par la signature par les ministres des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire et du Nigeria, en présence des 2 chefs d'État, de la convention qui institue la Grande Commission mixte de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et la République fédérale du Nigeria. La création de cette grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane matérialise le nouveau départ dans les relations entre les 2 pays. Le projet de sa création date de 1987, c'est-à-dire date donc de 26 ans. Et c'est sous l'impulsion des présidents Alassane Ouattara et Goodluck Jonathan que cette grande commission mixte a donc vu le jour. Son rôle va être de passer en revue toutes les conventions déjà signées entre les 2 États, les actualiser, définir de nouveaux domaines de coopération. Elle va se réunir une fois l'an. Elle sera présidée conjointement par le vice-président du Nigeria et le premier ministre de Côte d'Ivoire. Au terme de cette signature de convention, les 2 chefs d'État ont exprimé leur volonté de donner le plus tôt possible un contenu au nouveau partenariat renforcé entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. De nombreux projets sont annoncés, comme la création d'une autoroute Abidjan-Lagos, la création d'un corridor, la création d'une ligne ferroviaire, etc. D'ores et déjà, les 2 chefs d'État ont annoncé la construction de l'autoroute Abidjan-Lagos qui sera fin prêt à la fin de l'année 2014. Nous sommes pleinement engagés à l'autoroute Abidjan-Lagos. Nous allons travailler de sorte que ça puisse prendre fin l'année prochaine. En ce qui concerne le financement, ça ne sera pas un problème parce que ça ne sera pas financé par l'État. Nous allons voir les banques, les investisseurs et donc les structures de financement. Et donc dans 2 semaines à venir, donc, le ministre de l'infrastructure économique va se rencontrer avec les commissaires de la CEDEAO en charge de l'infrastructure et pour mettre en place, n'est-ce pas, un plan. Et donc, cette commission ne sera pas sous le contrôle d'un pays. Ça ne sera pas sous le contrôle du Nigeria, du Togo, du Bénin ou de la Côte d'Ivoire. Afin que, n'est-ce pas que, et donc, la circulation sur cette voie Lagos-Abidjan puisse être une réalité et que vraiment il y ait une fluidité routière. Je voudrais vous réitérer nos remerciements, mes remerciements personnels ainsi que ceux de la Première Dame, à vous-même, à Madame la Première Dame de la République fédérale du Nigeria, du gouvernement et du peuple ivoirien. Et bien évidemment, j'accepte avec plaisir votre invitation pour effectuer une visite au Nigeria dans les délais que nous aurons convenus par voie diplomatique.
Merci encore, Monsieur le Président. L'axe Abidjan-Lagos, consolidé au terme de cette visite d'État de 48 heures du président Goodluck Ebele Jonathan, le chef de l'État nigérian et son épouse devaient quelques heures plus tard regagner leur pays. Et ils ont effectivement regagné leur pays, mais avant de partir, Patience Goodluck, la première dame du Nigeria, et Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, ont visité la pouponnière de Yopougon-Atié. Elles ont fait un don de matériel et équipements évalué à 20 millions de francs CFA et plusieurs dons en espèces ont été faits aux enfants de cette pouponnière. On en parle avec Patricia Omou-Etia. Accueil chaleureux pour souhaiter la bienvenue aux premières dames de Côte d'Ivoire et de la République du Nigeria. Émue, la première dame de Côte d'Ivoire exprime son amour aux enfants de la pouponnière de Yopougon. Sachez que vous n'êtes pas seul. Les difficultés que vous traversez sont une réelle préoccupation pour moi et je serai toujours à vos côtés pour vous aider à y faire face. La première dame du Nigeria est également présidente des premières dames pour la paix en Afrique. Elle a été plusieurs fois récompensée pour son engagement humanitaire et son implication aux côtés des plus faibles. Le personnel de l'hôpital, je vous félicite pour votre travail. Nous avons visité, tous les locaux sont propres, les enfants sont en bonne santé. Je vous félicite. Dans un langage empreint d'humilité, la première responsable de l'institution exprime ses remerciements aux illustres donatrices. Tous les enfants de la pouponnière de Yopougon-Atié vous remercient pour votre soutien sans faille, pour votre amour et pour l'ensemble des actions de haute portée sociale que vous menez pour le bien des enfants. Ces dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 20 millions de francs CFA et 5 millions en espèces pour encourager le personnel de la pouponnière de Yopougon. Partageant les mêmes valeurs de solidarité et d'amour, Madame Patience Goodluck, première dame et présidente des premières dames pour la paix en Afrique, a offert 30 000 $, c'est-à-dire 15 millions de francs CFA, à la pouponnière de Yopougon. Par ce geste, Patience Goodluck soutient Madame Dominique Ouattara dans les actions qu'elle mène en faveur des couches sociales les plus déshéritées. Et je rappelle que le couple présidentiel nigérian a quitté Abidjan hier soir pour se rendre au Nigeria. La visite a duré 2 jours. Gagnoa a un nouvel hôpital. Cet hôpital bâti sur une superficie de 2,8 hectares a une capacité d'accueil de 104 lits. Les travaux de construction ont duré 1 an et 6 mois et cet hôpital sera inauguré demain par le président de la République. Sur place, c'est l'effervescence. Le compte à rebours est lancé. Les populations ont 24 heures, sinon moins, pour achever les préparatifs. Eugène Atoubé. Dans la ville, tout le monde en parle. L'arrivée à Gagnoa ce lundi du président de la République. Dans les cercles de discussion, lieux publics ou groupes d'amis, chacun se fait son idée sur l'enjeu de cette visite fortement attendue. Bon, pour moi, c'est un lieu d'espoir. Parce que Gagnoa est une ville vraiment en reconstruction. Il y a beaucoup de travaux qui avaient été entamés, qui doivent être terminés. Voilà. Il y a aussi la CIB qui a une usine qui emploie beaucoup de travailleurs. Cela fait beaucoup d'hommes au chômage. Donc tout ça, en tout cas, bon, c'est à revoir. Nous voudrons que vraiment le président nous fasse face à Gagnoa. Parce qu'à Gagnoa, rien n'est fait. Rien. Il n'y a pas de route, rien. Il n'y a pas de société. Si vous pouvez créer une société pour qu'au moins nos enfants puissent travailler. Vraiment, nous les femmes de Gagnoa, on est très fiers. Les promesses, que ces promesses soient maintenant une réalité. Parce que la ville de Gagnoa souffre maintenant du manque d'autorité. Le président Alassane Ouattara se rend à Gagnoa, chef-lieu de la région du Go, pour l'inauguration de l'hôpital général, établissement sanitaire né de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Nous nous rendons chez le préfet, première autorité administrative de la localité. C'est lui qui coordonne l'arrivée du chef de l'État. À ses côtés, les responsables des différentes commissions mises en place pour faire de l'événement une totale réussite. En relation avec le président des transporteurs du département, nous avons mis en place un schéma
à l'effet de faire venir toutes les populations du fin fond du département jusqu'au chef-lieu du département seront transportés dans la discipline, dans la sérénité. Depuis que le président de la République est chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, c'est la première visite qu'il effectue à Gagnoa. Et Gagnoa voudrait marquer ce passage-là pour que le président sache que Gagnoa reste toujours un soutien indéfectible du président de la République. À la faveur de l'arrivée à Gagnoa du président de la République, la commune, déjà malade de sa voirie, va bénéficier du bitumage du tronçon qui part du trésor à l'hôpital de Gagnoa, dans le quartier de Babré. Et pour l'accueil d'Alassane Ouattara, on s'empresse de finir le terrassement de la route qui y mène. Pour cette route, comme pour la plateforme dans l'enceinte de l'hôpital où sera organisée la cérémonie d'inauguration, les ouvriers sont engagés dans une course contre la montre et sont même obligés de travailler les nuits. Et afin de s'assurer que tout se déroule comme prévu, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Goudou Raymonde, s'est rendue à Gagnoa. Elle a visité les différents chantiers en cours et sa visite a été suivie par Maïsako. S'enquérir de l'avancée des travaux de construction de l'hôpital général, prendre le pouls de la situation. Tels sont les objectifs de la visite de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi, venu préparer le terrain avant l'arrivée du chef de l'État Alassane Ouattara le lundi 4 mars prochain. La ministre a déjà eu plusieurs séances de travail entre le vendredi 22 et le dimanche 24 février avec le comité local d'organisation de la cérémonie d'inauguration de l'hôpital. Elle a effectué une visite complète du site abritant le centre hospitalier. Raymonde Goudou Kofi a appelé l'ensemble de la population à s'approprier la cérémonie d'inauguration. C'est leur affaire, parce que c'est eux qui ont la force pour nous aider à soulever les chaises, c'est eux qui ont la force pour nous aider à organiser, à aider à nettoyer, à déblayer. Avec une capacité de 104 lits, l'hôpital général de Gagnoa occupe une superficie de près de 3 hectares, dont plus du tiers est bâti. Les travaux de construction ont duré 17 mois. Et j'ajoute que c'est demain que le président de la République se rend à Gagnoa. Les 30 années de coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire ont été célébrées ce vendredi au cours de la soirée, une soirée dite Nanki. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a salué la qualité des relations entre les deux pays. Alexis Ouedraogo. Soie dorée flottante dans l'air, fine danseuse en provenance du fleuve Yangtze, les 30 ans de coopération sino-ivoirienne ont été célébrés vendredi soir à Abidjan avec des couleurs. C'était à la faveur de la représentation théâtrale Nuit de Nankin. Pour l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, l'événement vient saluer une coopération de qualité entre les deux pays. Au cours de ces 3 décennies, les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays se sont développées de façon saine et régulière sur la base des principes du respect mutuel et du traitement d'égal à égal. La Chine et la Côte d'Ivoire ont approfondi sans cesse leur confiance politique mutuelle, accordé des soutiens réciproques sur les points essentiels d'intérêt commun et collaboré étroitement dans les affaires internationales et régionales. Invité d'honneur de cette soirée, le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, n'a pas manqué de souligner le caractère exemplaire de la coopération avec la Chine. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies le 2 mars 1983. En acte pratique, la coopération avec la Chine à ce jour, ce sont des réalisations comme l'hôtel des parlementaires de Yamoussoukro, le palais de la culture, le centre de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères et autres initiatives d'appui à la reconstruction et à la relance de la Côte d'Ivoire. Outre ces appuis financiers et matériels, la Chine s'est engagée dans des projets en cours relatifs au projet d'adduction d'eau à Abidjan, à la réalisation d'une autoroute d'une trentaine de kilomètres devant relier Abidjan à Grand-Bassam, à la réalisation d'un barrage hydroélectrique à Soubré. Autre fait marquant au cours de cette soirée, la remise d'un timbre célébrant le 30e anniversaire de la coopération Chine-Côte d'Ivoire.
Un mot sur le Salon international de l'agriculture qui s'est tenu dernièrement en France. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Adjoumani, qui conduisait la délégation ivoirienne, a signé une convention avec l'Association pour le développement des échanges des produits et de technologies agroalimentaires. Elle a pour objectif, cette convention, d'assurer le développement des activités du secteur des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire. Les précisions du Hervé Blé. C'est à Paris qu'a été signée la convention liant le ministère des Ressources animales et halieutiques et l'Association pour le développement des échanges des produits et de technologies agroalimentaires ADEPTA. Visée par les deux partenaires, la mise en œuvre de projets de modernisation et de professionnalisation des filières animales et halieutiques en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, si elle a des besoins dans les technologies agricoles, alimentaires, elle peut s'adresser à nous. Les opérateurs de Côte d'Ivoire, nous pouvons les mettre en relation avec nos membres qui sont susceptibles de leur apporter toutes les technologies permettant de développer à la fois la production et la productivité de la production agricole. L'Association pour le développement des échanges de produits et de technologies agroalimentaires regroupe plus de 220 entreprises. Elle s'engage à assister le ministère des Ressources animales et halieutiques en termes de formation, de recherche-développement et de recherche de financement. Nous sommes allés bien au-delà de l'élevage où nous avons parlé de l'agriculture avec les productions végétales. Notre objectif, c'est que tout en faisant le développement de l'élevage, que cela soit sous-tendu par les cultures agricoles telles que le maïs, dont ont besoin les animaux pour leur alimentation quotidienne. Fort sollicité au Salon international de l'agriculture à Paris, le ministre Kwasi Adjoumani a pris part au colloque sur l'excellence et la performance pour les élevages africains et méditerranéens. Colloque en présence du ministre délégué chargé de l'agroalimentaire de France, Guillaume Garot, et du président du conseil de la FAO, Luc Guyot. Exposé ici, l'expérience ivoirienne a été appréciée. La Côte d'Ivoire, dont les performances ont été saluées, a été invitée avec l'ensemble des pays africains à contribuer à la sécurité alimentaire mondiale. Comment amener les producteurs de cacao du département de Tabou à produire du cacao de bonne qualité en répondant aux normes de la certification? C'est le thème d'un atelier de formation suivi par les agents de zone ANADER de Tabou. On en parle avec Abou Sanogo. Il s'agit de renforcer les capacités des agents de l'Agence nationale d'appui au développement rural afin de les amener à mieux encadrer les producteurs de cacao dans l'application des bonnes pratiques agricoles d'une part, produire le cacao de bonne qualité répondant aux normes de la certification, c'est-à-dire du cacao bien fermenté, bien séché sur des clés sans corps étrangers et bien conservé d'autre part. Ce cacao doit en outre être produit en respectant les normes sociales et environnementales que sont le droit des travailleurs, la préservation de la faune et de la flore, la protection des ressources naturelles et de la biodiversité. Ces dernières années, un accent particulier est mis sur le renforcement des capacités des agents techniques de la zone ANADER de Tabou et des producteurs de cacao, ce qui a abouti à la mise en place d'une soixantaine de champs-écoles dans le département de Tabou, grande zone de production cacaoyère qui compte environ 10 000 producteurs qui exploitent une superficie totale de 50 000 hectares pour une production annuelle de plus de 350 000 tonnes de cacao. Depuis janvier 2010, le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, devait passer de 36 607 francs CFA à 60 000 francs CFA. 3 ans après, cette décision n'est toujours pas appliquée. Qu'est-ce qui explique ce blocage? Comment y remédier? Le patronat, les centrales syndicales et le gouvernement ont tenté de répondre à ces questions au cours d'un atelier. Victorine Yaouyobwe nous y conduit. S'il y a une chose sur laquelle tous les partenaires sociaux sont d'accord, c'est que le SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti, est dépassé. Avec la cherté de la vie, personne ne peut vivre décemment aujourd'hui avec 36 607 francs CFA comme salaire par mois. C'est pourquoi les employeurs et les travailleurs ont proposé que le SMIG
passe à 60 000 francs CFA depuis le 1er janvier 2010. Seulement, l'État qui constitue la troisième entité des partenaires sociaux n'a jusque-là pas dit son mot. L'atelier de Grand Bassam vient confirmer la volonté du gouvernement à résoudre la question du SMIG. Mais au-delà du SMIG, c'est tout le Code du travail de 1995 qui va être révisé en accord avec le patronat et les centrales syndicales. Nous avons pu faire un très grand regard sur le SMIG. Au-delà, nous aurons sans doute à échanger sur le SMAG, de telle sorte que nos camarades du secteur agricole retiennent que nous n'avons pas omis d'échanger sur leur situation. Aujourd'hui, on repart de Grand Bassam avec des résultats. L'avant-projet du Code du travail de 1995, seulement 4 points vont faire l'objet de discussions et je suis convaincu qu'on trouvera donc le juste milieu pour faire avancer l'avant-projet du Code. Le Code du travail révisé prendra également en compte le statut et les rémunérations du personnel de maison. Si toutes ces questions sont résolues, la Côte d'Ivoire pourra ainsi se doter d'un Code du travail conforme aux standards internationaux. Une nouvelle plateforme extranet a été mise en place par le Centre d'information et de communication gouvernementale. Objectif, faciliter les échanges avec les services de communication des ministères. Doigt des lasers. Cette année, de grandes innovations sont annoncées dans le système de communication et d'information sur les actions du gouvernement de Côte d'Ivoire. L'Extranet, un réseau de communication via Internet, est offert par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, pour faciliter les échanges d'informations et de documentation entre les départements ministériels. Selon Dominique Ouandje, chargé de communication au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'extranet du CICG vient à point nommé. Nous avons la chance de communiquer avec nous. Cette icône d'agenda, je peux déjà mettre toutes les programmations que, comme ministre, ici, il y a eu la télé du 27, qui a été programmé et qui permet à tous les chargés de communication d'être parfaits de cette information. Pour la directrice du CICG, l'appropriation des axes stratégiques et des dossiers prioritaires du gouvernement par les responsables de communication des départements ministériels reste un défi à relever. Donc les responsables de communication doivent bien connaître le programme du gouvernement parce que c'est ce programme-là qu'ils sont censés accompagner avec des stratégies de communication. Donc cet extranet va nous permettre de mettre tous les dossiers importants en ligne. Ce qui est important, c'est notre capacité à faire en sorte que l'information qui se trouve dans ces outils est pertinente et conforme au message que le gouvernement veut passer. Parce que cette information, les populations en ont besoin pour organiser leur vie. L'initiative est saluée par Kwame Flore, directrice adjointe du cabinet du Premier ministre, Daniel Kablandenka. Elle exhorte le CICG à s'impliquer davantage dans le programme de communication gouvernementale à venir afin de faire connaître aux Ivoiriens les grands chantiers du programme de gouvernement du chef de l'État, Alassane Ouattara. L'état civil est détruit à Boaké à environ 43%. C'est un véritable problème pour les parents dont les enfants non déclarés risquent l'exclusion et la marginalisation. Résoudre ce problème est une réelle préoccupation pour la préfecture de Boaké, comme nous l'explique Kwadjo Kwame. La déclaration de la naissance, un droit pour tous. Cependant, 50 millions de naissances restent encore non déclarées à travers le monde. En Côte d'Ivoire, l'état civil connaît quelques dysfonctionnements, selon l'Office national de l'identification. La crise sociopolitique qu'a traversé le pays a entraîné pour la seule zone de Boaké la destruction d'environ 43% des registres d'état civil. De plus, un nombre important d'enfants nés pendant la crise n'ont pu être déclarés et enregistrés à l'état civil. Ceci risque l'exclusion et la marginalisation sociale. L'atelier diagnostic consacré à la situation de la déclaration des naissances a révélé une détérioration de l'Office de service en matière d'état civil. Les contraintes à la déclaration des naissances sont liées à l'insuffisance des textes législatifs et réglementaires, au manque de matériel de travail et de personnel et à la complexité de la procédure des déclarations hors délai impliquant des coûts élevés pour les demandeurs. Du côté de la demande, les populations présentent des difficultés quant à la compréhension des procédures de déclaration des naissances auxquelles s'ajoute un manque d'informations. La présente session
est consacrée à l'élaboration des solutions sur la déclaration des naissances. Elle entend mettre un point d'honneur sur la formation d'une réponse face à la situation. Des personnes non déclarées à l'état civil, des personnes victimes de la destruction des registres d'état civil pour des raisons liées à la crise sociopolitique. À Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, les artisans veulent sortir de l'informel. Ils se sont retrouvés à la Chambre locale des métiers, leur structure d'encadrement. Pour en parler, le reportage de Kader Sogodogo dans un commentaire de Kwadio Kwame. À Korogo, capitale de la région du Poro, les petits métiers occupent une place de choix dans la vie socio-économique des populations. On y trouve tout. La mécanique, la menuiserie, la ferronnerie, la couture, la coiffure et les métiers à tisser. L'organisation de ce secteur d'activité s'avère nécessaire pour le rendre plus performant et cela passe absolument par le recensement des acteurs. Telle est la nouvelle vision du président national de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire afin de sortir l'artisanat de l'informel. Il est impératif à tous les artisans d'avoir la carte d'identité de l'artisan. Je vais lancer très bientôt le processus d'identification avec l'appui de l'État pour qu'on puisse vraiment déterminer le nombre d'artisans. Et j'invite tous les artisans à s'inscrire dans ces registres. Il faut que nous, on aide l'État à rentabiliser ce que nous faisons par l'impôt synthétique, par les communes et aussi bénéficier de l'aide de l'État. Des espaces sont en train d'être aménagés en vue du regroupement futur des artisans pour leur permettre d'être efficaces comme les artisans de Ouaraniéré qui constituent une véritable fierté pour la région du Poro, où le sens de l'organisation et le professionnalisme des tisserands ont fait de ce lieu un véritable pôle touristique dans la région nord du pays. La renonciation du pape Benoît XVI, vous le savez, a pris effet le 28 février dernier. Les fidèles catholiques de Boaké lui ont rendu un hommage appuyé au cours d'une messe. Le pape Benoît XVI a quitté ses fonctions à la tête de l'Église catholique. À Boaké, les fidèles catholiques, avec à leur tête l'archevêque métropolitain Monseigneur Paul Siméon Awana, lui ont rendu hommage à travers une messe. Selon Monseigneur Awana, cette messe a une double signification. Le premier aspect, c'est de rendre grâce au Seigneur, avec Benoît XVI, pour le don merveilleux que Dieu lui a fait pour l'Église tout entière. Le deuxième aspect, c'est de prier pour les cardinaux électeurs. Voilà pourquoi on a chanté le Veni Creator, pour qu'ils soient assistés, imprégnés de l'esprit de sagesse, parce que c'est eux qui vont voter, qui donnent un pape selon le cœur de Dieu à l'Église. L'archevêque Awana, dans son homélie, a insisté sur l'attachement de Benoît XVI aux valeurs de l'Église catholique. Aussi, a-t-il indiqué que le pape sortant a été proche de l'Afrique. Pour le célébrant, le pape a fait plusieurs déplacements en Afrique et a favorisé l'organisation du deuxième synode africain. Le nouveau pape pourrait être désigné avant la fête de la Pâque. Pour l'heure, c'est à travers des prières que les fidèles catholiques du monde entier accompagnent leur pape. Et à l'étranger, au moins 50 islamistes du Moudjao, un des groupes armés dans le nord du Mali, ont été tués depuis vendredi dans des combats contre des soldats tchadiens et français près de Gao. L'armée tchadienne a affirmé par ailleurs avoir tué l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. Mais ni la France, ni l'Algérie, ni le Mali n'a confirmé cette information. Un soldat français est mort au combat samedi dans le nord du Mali, a annoncé dimanche la présidence française, ce qui porte à 3 le nombre de militaires français tués au Mali. 3 personnes ont été tuées depuis mercredi à Conakry en Guinée, dans des heurts entre civils et forces de l'ordre, des biens détruits, a annoncé le gouvernement guinéen qui entend faire la lumière sur ces incidents. Nouvelle violence à Conakry vendredi. Les policiers ont tiré sur des habitants, faisant un mort et une douzaine de blessés dans des circonstances qui restent imprécises. Depuis 3 jours, Conakry est le théâtre d'affrontements entre communautés malinké et Peul, les premières étant fidèles au président Condé, les secondes à l'opposant Cellou Dalein Diallo. Ces heurts ont débuté mercredi après une manifestation de l'opposition qui réclamait la transparence pour les élections législatives du 12 mai. 8 policiers arrêtés en Afrique du Sud pour le meurtre d'un chauffeur de taxi mozambicain.
C'est à l'arrière d'un tel fourgon que ces policiers avaient attaché le jeune homme pour le traîner jusqu'au commissariat, simplement parce qu'il avait garé son taxi au mauvais endroit. L'affaire choque tout le pays, la police est au cœur du scandale, un scandale qui a notamment éclaté grâce à la diffusion de cette vidéo amateur sur Internet. 6 ans et 8 mois de prison pour cette néerlandaise d'origine rwandaise. Yvonne Bazebia était chef d'une milice Hutu à Kigali en 1994. Elle a été reconnue coupable d'incitation au génocide contre les Tutsis par un tribunal des Pays-Bas, un pays doté d'une loi de compétences universelle qui lui permet de se saisir de ce type d'affaires. Yvonne Bazebia avait rejoint sa famille à La Haye 4 ans après le génocide. Elle est l'épouse d'un ancien député rwandais, ancien enquêteur du tribunal pénal international pour le Rwanda. Faible mobilisation pour un Harlem Shake sans musique à Tunis. Seule une quarantaine de jeunes s'est retrouvée devant le ministère de l'Éducation pour exécuter cette danse populaire sur Internet. Ils dénonçaient la décision du ministre d'ordonner une enquête sur des jeunes ayant dansé ainsi dans la cour d'un lycée. D'autres Harlem Shake ont été organisés cette semaine à Tunis, certains réprimés par des militants islamistes estimant ce phénomène contraire à l'islam. La forêt du Bonko, le poumon vert d'Abidjan, se porte mal, très mal même. Elle est agressée et menacée par des lotissements anarchiques, des constructions illégales, des prélèvements non autorisés de bois. Bref, après 2 années d'études sur l'environnement, l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, a décidé de se rendre au chevet de la forêt du Bonko. Nous recevons pour vous le professeur Pénébi Crépin de l'ASCAD. Il va nous expliquer la démarche de l'Académie. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Alors, vous êtes climatologue, agronome, hydraulicien, directeur de recherche au CAMES. Bienvenue sur notre plateau. Dernièrement, vous avez visité la forêt du Bonko. Et quand je dis vous, je parle bien sûr de l'ASCAD. Ouais. Hugues Hervé Blé va nous dire ici ce qu'il a vu, ce que vous avez vu à la forêt du Bonko. Voici son compte rendu. La préservation du parc national du Bonko, cette préoccupation a conduit les membres de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines sur le terrain. La forêt en plein cœur d'Abidjan, qui sert de réservoir d'oxygénation et de nappe phréatique à la ville, connaît des menaces réelles, certaines liées à l'urbanisation. L'ASCAD a décidé de jouer sa partition face donc à la menace qui pèse sur la conservation de sa faune et de sa flore. Nous sommes venus pour connaître d'abord physiquement le parc et intellectuellement. Ce qui va se passer après, que l'Académie contribue aussi à faire développer intellectuellement, économiquement la forêt du Bonko. Découvrir le musée de plantes vivantes qu'est la forêt du Bonko est un vrai délice, surtout quand le guide ici est le professeur Assi, sous la conduite du professeur titulaire de botanique, dont les travaux font autorité dans le monde de la botanique. Les membres de l'ASCAD et leurs invités ont parcouru l'arboretum. Il contient plus de 800 espèces d'essence d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. C'est souhaitable que cette forêt soit préservée pour l'intérêt scientifique et didactique. Il y a des espèces rares, des espèces endémiques. La forêt du Bonko, longtemps présentée comme un nid de bandits, est désormais sécurisée. L'Office des parcs et réserves de Côte d'Ivoire l'affirme et s'emploie à faire jouer à ce parc de plus de 3000 hectares un véritable rôle touristique. Alors, professeur, avec ce qui se passe à la forêt du Bonko, la forêt qui est menacée, agressée, est-ce qu'on peut dire sans ambiguïté qu'Abidjan est en danger? Oui, tout à fait. Mais avant, je voudrais, au nom de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique, remercier la hiérarchie de la télévision ainsi que la tutelle pour donner cette opportunité à l'ASCAD de pouvoir présenter effectivement le résultat de ces 2 années, n'est-ce pas, de réflexion ayant abouti finalement à la visite d'études qui a été réalisée à la forêt du Bonko. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Effectivement, la forêt est agressée de toutes parts en raison de l'urbanisation. Alors, mais vous savez, cette forêt-là est véritablement le poumon vert. Vous l'avez dit vous-même, effectivement, dans votre présentation. D'accord. Poumon vert en ce sens que la forêt contribue à la purification de l'air
Et c'est également un puits de carbone, comme on le dit. Le puits de carbone, c'est-à-dire il contribue à la séquestration du carbone, qui est un gaz à effet de serre ayant des effets néfastes, effectivement, sur la couche d'ozone. Et quel est le danger qui guette justement Abidjan avec la dégradation de cette forêt? Alors, le danger qui guette Abidjan, c'est que s'il n'y a pas de purification, n'est-ce pas, de l'air, parce que la forêt est endommagée en partie, eh bien, le danger, on peut courir la raréfaction, n'est-ce pas, de la ressource en eau, qui est la rivière du Banco, qui est une véritable ressource, qui reconstitue la nappe phréatique, n'est-ce pas, et qui est utile à la population abidjanaise. Donc ça, c'est un premier point. Par ailleurs, si la forêt est agressée de toutes parts et que d'ici 10-15 ans, cette forêt n'existe plus, eh bien, ça veut dire que l'oxygénation, parce que la forêt contribue effectivement à la production d'oxygène qui est nécessaire à notre respiration. Donc, c'est extrêmement important parce que vous savez, Abidjan est l'une des rares villes dans le monde, où il y a 3000 hectares, n'est-ce pas, de forêt en pleine ville. Donc ça, c'est un patrimoine inestimable que nous devons préserver parce que le rythme avec lequel cette forêt a été dégradée ces dernières années, si nos aînés, depuis les années 30, avaient agressé cette forêt à ce rythme-là, eh bien, aujourd'hui, cette forêt n'aurait pas existé. Mais justement, parlons de cette dégradation. On a du mal à s'expliquer ce qui se passe, puisque la forêt du Banco est un parc national et fait partie du domaine forestier classé de l'État de Côte d'Ivoire. Comment expliquer ce qui se passe? Qui n'a pas fait ce qu'il devait faire pour qu'on assiste à cette dégradation? Bon, je dois dire que c'est tout le monde. On ne peut pas accuser... Quand vous dites tout le monde, vous pensez à qui? Alors, quand je dis tout le monde, premièrement, le citoyen ivoirien, parce que nous devons avoir une attitude éco-citoyenne, comme on dit, en cessant par exemple les intrusions, n'est-ce pas, anarchiques dans la forêt, en évitant, n'est-ce pas, une urbanisation galopante au détriment de cette forêt-là, qui, comme on l'a dit, est le poumon vert. Bon, bien sûr, il y a la responsabilité aussi de l'organe qui est chargé, n'est-ce pas, de la gestion de cette forêt-là. L'organe, c'est lequel? Alors, l'OIPR, bien sûr, l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, a la responsabilité, effectivement, de gérer les parcs nationaux et réserves en Côte d'Ivoire. Et c'est lui que vous pointez du doigt ce matin? Je ne voudrais pas porter seulement le doigt sur l'OIPR, parce que c'est de la responsabilité, franchement, de tout le monde. Parce que l'OIPR fait le nécessaire pour pouvoir aménager cette forêt. Et il appartient à l'Ivoirien que nous sommes, aux Ivoiriens, à la population abidjanaise, n'est-ce pas, de faire l'effort de ne pas agresser cette forêt. D'accord, professeur. Et justement, dans votre rapport de mission sur la forêt du Banco, vous dites que, et je cite, la forêt est grignotée par les populations et les décideurs peu conscients d'assurer un développement durable. C'est l'image que vous avez des décideurs ivoiriens? Ils ont peu conscience de l'importance de cette forêt? Ah non, je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne pourrais pas dire ça. Non, je crois que peut-être que c'est un abus de langage, mais sinon, le décideur ivoirien est très concerné. C'est vrai qu'il y a une question de moyens, parce que c'est une question de priorité pour l'État de Côte d'Ivoire. Alors, une priorisation. Et il appartient bien sûr... Et ça se sent sur le terrain, cette priorité? Est-ce que ça se sent? Est-ce que vous avez l'impression, vous, après avoir mené cette étude, que oui, il y a une nette prise de conscience du ministère de l'Environnement qui gère effectivement... finalement, à travers l'OIPR, la forêt du Banco, comme les autres forêts d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Justement, vous parlez, l'ASCAD, on a même le rapport de mission sur la forêt du Banco, alors que cette forêt, je dirais, présente le même visage que toutes les autres forêts de Côte d'Ivoire. Pourquoi mettre forcément, spécifiquement, l'accent sur la forêt du Banco? Vous avez raison à travers cette question-là. La question concerne toutes les forêts. Mais la particularité de la forêt du Banco, c'est sa situation inestimable en pleine ville d'Abidjan, et le rôle écologique de cette forêt est inestimable pour nous, Abidjanais. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut parallèlement, bien sûr, cette forêt-là, parallèlement à cette forêt, il y a d'autres réserves, n'est-ce pas, qui ont besoin d'être également entretenues. Je cite par exemple la forêt, disons, le parc national d'Amaraoué, qui est fortement agressé également. Il y a d'autres pareils. Aujourd'hui, on peut citer un exemple, c'est le mauvais exemple, je dirais,
la réserve de Bouna, qui a été agressée énormément pendant cette crise sociopolitique que la Côte d'Ivoire a vécue à un moment donné, qui était une réserve forestière extrêmement riche, n'est-ce pas, en flore, tant végétale qu'animale. Voilà. C'est un phénomène général en Côte d'Ivoire. Vous avez vous-même planté le décor. Oui. Et vous parlez de comportement éco-citoyen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se traduit ce comportement concrètement? Alors, concrètement, le comportement éco-citoyen, c'est d'abord, c'est d'éviter d'agresser les massifs forestiers. Comment? Comment? En évitant d'aller prélever des essences de manière frauduleuse, en évitant donc d'aller faire des prélèvements, comme je l'ai dit, d'agresser, d'installer des plantations. Voilà, en évitant également d'installer des habitations, c'est-à-dire dans le cadre de l'urbanisation de la Côte d'Ivoire, donc ou alors de la ville d'Abidjan. Donc ça, c'est des agressions concrètes, ma foi, qui peuvent effectivement endommager. Ça, c'est ce que la population doit faire. Mais que doit faire l'État, l'OIPR que vous venez de citer, le ministère de l'Environnement? L'OIPR fait des efforts dans le sens de la recherche de financement pour pouvoir aménager les forêts dans l'ensemble en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que vous savez, même à travers le monde, il y a une prise de conscience par rapport aux effets néfastes du changement climatique. Mais est-ce que la seule prise de conscience est suffisante aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà? Il faut aller justement au-delà de cette prise de conscience par des mesures effectivement concrètes. Par exemple, en ce qui concerne la forêt du Banco, il faut parvenir à la clôturer, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, avec les ressources que l'OIPR est en train de chercher actuellement, n'est-ce pas, on devait pouvoir parvenir à la clôture, n'est-ce pas, de la forêt du Banco, ici même à Abidjan. Mais ce n'est pas seulement, comme vous l'avez dit, à juste titre, ce n'est pas seulement la forêt du Banco qui est concernée. Nous savons très bien, par exemple, que ici en Côte d'Ivoire, la forêt de Taille, qui est une immense réserve forestière, qui d'ailleurs est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, eh bien, c'est un bel exemple, effectivement, de gestion relativement raffinée, n'est-ce pas? Et vous souhaiteriez que la forêt du Banco soit inscrite au patrimoine de l'UNESCO? Effectivement, dans la démarche actuellement de l'OIPR, eh bien, il est question, n'est-ce pas, de parvenir, dans un proche avenir, à cette inscription au patrimoine mondial de l'humanité. Mais qu'est-ce que cela pourrait changer? Ça pourrait changer grand-chose. D'ailleurs, ça garantirait, n'est-ce pas, la sauvegarde de cette forêt. Voilà, parce que chacun de nous prendrait véritablement conscience que c'est tellement important que l'humanité entière, n'est-ce pas, a décidé d'en prendre soin. Donc ça, c'est extrêmement important. Quand on dit ASCAD, on pense réflexion, on pense sensibilisation, on pense, je dirais, des paroles, pas des actes. Qu'est-ce que vous faites pour vous faire entendre? Vous avez fait un rapport, il faut que cela soit suivi pour que la forêt du Banco soit préservée. Comment vous comptez mettre la pression en griffe, je dirais? D'accord. La pression, eh bien, c'est donc l'effort, comme on l'a dit, l'effort. Vous nous aidez de toute façon à travers cet effort de sensibilisation. Sensibilisation de la population, n'est-ce pas? Bien sûr. À prendre conscience de l'intérêt de la forêt. Parce que, effectivement, à l'intérieur de cette forêt-là, il s'y trouve des essences extrêmement rares, comme l'a dit le professeur Akéassi tout à l'heure, mais aussi des espèces animales qui peuvent contribuer à l'éducation des populations, de nos enfants, et bien d'autres choses. La forêt peut constituer véritablement une opportunité, n'est-ce pas, de détente, n'est-ce pas, au-delà d'autres rôles écologiques que la forêt joue, bien sûr. On peut en faire un espace touristique. Mais dites-moi, professeur, en général, quand on dit ASCAD, on pense à l'art, on pense à la culture, on pense à tout sauf à l'environnement. Pourquoi avoir cette fois-ci décidé de mettre l'accent sur l'environnement? Bon, le domaine des sciences naturelles dont je fais partie, effectivement, se penche aux questions environnementales. Bon, nous avons décidé simplement de faire un focus sur l'environnement depuis les 2 dernières années, parce que c'est une thématique importante qui touche très sérieusement au développement. Avec le changement climatique de la planète. Le changement climatique, les effets néfastes du changement climatique. Et pour arriver à un développement durable de la Côte d'Ivoire, la question environnementale mérite d'être analysée de très près. C'est pour ça que l'ASCAD a consacré effectivement 2 années de réflexion, n'est-ce pas, pour pouvoir
aboutir à un certain nombre de résolutions, mais il faut bien sûr partager cette résolution avec la population en sensibilisant sur le danger qui guette les forêts en Côte d'Ivoire. Et parlons de ces dangers, beaucoup de choses, on doit faire beaucoup de choses en même temps. On doit commencer par quoi? Alors, commencer par quoi? Déjà, on a parlé de la sensibilisation. Bien sûr, commencer par la clôture de la forêt du Banco. Oui. Très bien. Et on a les autres forêts? On a parlé de l'inscription de la forêt du Banco au patrimoine mondial de l'humanité. Ça, c'est très bien. D'accord. Et puis, on a parlé de l'éco-citoyenneté. Bien sûr, le comportement éco-citoyen qui consiste à respecter la forêt, à éviter de l'agresser de toutes parts. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne la forêt du Banco et les autres forêts. Alors, les autres forêts, bien sûr, il faut avoir la même démarche. On ne va pas toutes les inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Non, on ne va pas les inscrire toutes au patrimoine mondial, mais on doit prendre les dispositions, effectivement, de façon à ce que ces forêts-là ne soient pas également agressées. Ce n'est pas seulement les réserves, les parcs nationaux dont il faut prendre soin, mais également d'autres forêts. Il faut, puisqu'on sait le rôle important des forêts en termes d'atténuation des effets néfastes, n'est-ce pas, des changements climatiques qui touchent à l'agriculture, qui touchent au développement durable. Et donc, ça ne doit pas seulement être l'affaire simplement de la forêt du Banco et des parcs nationaux qui sont des aires protégées, mais chacun d'entre nous doit faire l'effort, effectivement, de préserver les lopins de terre, les lopins de forêt qu'il y a dans son environnement pour éviter, effectivement, de dégrader l'environnement avec ces risques, effectivement, qui sont dramatiques, effectivement, pour les populations. Faire l'effort de préserver les forêts, c'est ce qu'on retient de cet entretien. Merci, professeur, d'être venu sur notre plateau. C'est avec vous que prend fin ce journal. On aura le plaisir de se retrouver prochainement dans un autre cadre. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouverai demain avec beaucoup de plaisir.